FM Bourse, on refait la séance. Ils sont donc là, Aurélien Auton pour Swiss Life Banque Privée. Bonsoir Aurélien. Bonsoir. Et Edwin Faure. Bonsoir Edwin. Bonsoir. Bienvenue également, directeur de la gestion de Philippe Autingre Gestion. Ce soir, le CAC 40 gagne 1,6% en clôture. Quelle valeur se distingue? Sodexo gagne 7,4% aujourd'hui, de loin parmi les plus fortes hausses de cette séance. Portée Sodexo par des perspectives plus solides que ce que le marché imaginait manifestement. Est-ce que vous-même, vous avez envie de continuer d'accompagner cette hausse de Sodexo? Ils relèvent leurs objectifs de croissance interne pour 2026, Edwin. C'est une bonne nouvelle puisque il faut pas oublier qu'en avril le groupe avait abaissé sa guidance, donc finalement quelques mois plus tard les choses se passent mieux que prévu. On voit que principalement ce qui marche plutôt bien, c'est Sodexo Live, c'est toute la restauration en Amérique du Nord sur tout ce qui est concerts, événements, sport, et donc ça c'est vraiment la bonne surprise, ça marche très bien. Nous, on reste quand même prudent sur cette valeur. C'est une entreprise qui a des marges plutôt faibles, 3-4%. C'est une entreprise où la croissance n'est pas très très forte. Donc on reste prudent sur cette valeur, même si on salue cette publication qui est plus rassurante qu'en avril dernier et des valorisations qui sont encore attractives. Sodexo, vous avez envie de la renforcer un petit peu ou moyen? Non, pas nous. Bravo à eux, mais voilà, good game. Peut-être qu'on peut attendre le 16 juillet. Il y a le nouveau directeur de l'entreprise qui va faire ce qu'on appelle un Capital Market Day, qui va parler des perspectives de l'entreprise. Donc jusqu'au 16 juillet, prudence. Et après, en fonction des annonces, c'est peut-être le moment de se repositionner. Aurélien, Sodexo qui a publié, c'est une valeur que vous regardez un petit peu? Non, on n'en a pas non plus en portefeuille. Effectivement, il y a eu un relèvement des prévisions, mais ça reste poussif quand même en termes de croissance organique. On est entre 1,2 et 1,5. Donc ça fait quand même pas rêver. C'est un marché qui est très très concurrentiel. Les marges sont faibles. Donc je pense qu'il y a mieux à faire que Sodexo. Alors, est-ce que Air Liquide, ça fait partie du mieux à faire que Sodexo? Air Liquide gagne encore 2% ce soir. Bank of America relève de 2 crans son conseil sur Air Liquide. Ils sont désormais à l'achat, Bank of America, en expliquant que leur division électronique va véritablement embarquer plus de croissance, leur division électronique, grâce à des gaz ultra purs utiles aux semi-conducteurs. Et donc, de ce point de vue, Air Liquide profitera du boom des besoins, de la demande de l'intelligence artificielle. Ils relèvent de 2 crans leur conseil, c'est pas tous les jours que ça arrive. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, de relever de 2 crans votre exposition à cette valeur? Je vous cache pas que c'est une exposition assez forte chez nous. Alors, il y a eu effectivement ce qu'on appelle un preview. En fait, ils vont publier leurs résultats à la fin du mois de juillet, Air Liquide. Et ce qu'ils ont mis en avant, c'est que la croissance organique devrait être légèrement plus élevée que ce qui est attendu, c'est-à-dire au-dessus de 3%. Donc ça, c'est plutôt positif. On a aussi un discours sur les marges qui est positif chez Air Liquide, puisque les marges devraient progresser de 1% cette année, avec 3 leviers qui ont été actionnés: les prix, les mesures d'efficacité, et puis le portefeuille, effectivement, vous en avez parlé, avec cette acquisition il y a quelques mois en Corée, qui est un gros marché pour les semi-conducteurs. Alors quand on regarde la part globale de l'électronique chez Air Liquide, c'est 10%, ça peut paraître faible, mais ce qu'avait indiqué Air Liquide lors de sa publication de résultats du premier trimestre, c'est que sur le carnet de commandes de 5 milliards, il y a 40% du pipeline qui est lié à l'électronique, donc à cette exposition semi-conducteur. Donc certes, pour le moment, c'est petit, mais pour nous, c'est un vrai relais de croissance pour les prochains trimestres. Donc on est exposé à Air Liquide et ça nous donne plutôt envie de maintenir notre... On sait que dans l'activité globale, dans le mix, effectivement, cette division-là va prendre un poids de plus en plus croissant et soutenir la croissance globale durablement et fortement à l'échelle globale du groupe, quoi. Absolument. Bon, vous faites ce pari aussi, Edwin, vous le partagez? Oui, je partage cet avis. C'est vrai que il y a 10% qui est lié à l'IA en quelque sorte. Ouais, c'est pas beaucoup, 10%. C'est pas beaucoup, mais avant c'était encore moins. Donc non seulement ça croît aussi à plus de 2 chiffres, ce que dit l'entreprise. Donc chaque année, ça va prendre une part plus significative du chiffre d'affaires. Aurélien en a parlé sur le carnet de commandes. Et c'est aussi des business mieux margés. Il ne faut pas oublier que plus on va dans un environnement où les puces de semi-conducteurs doivent être de plus en plus précises, plus on a besoin de gaz pur pour éviter toute poussière, impurité. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on va avoir de la croissance. Donc
Donc Air Liquide, c'est vraiment une entreprise de bons pères de famille, de la croissance, des belles marges, un certain business qui est assez récurrent. Et en plus, vous avez un peu plus de croissance, un peu plus de marge sur les prochaines années grâce à cette exposition IA. Donc même si le titre est un peu cher, il a toujours été cher, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. C'est aussi une de nos grosses positions chez nous. Et alors pour la suite, un pari, comme ça en dehors de l'actualité, on a parlé d'Air Liquide, on a parlé de Sodexo, un pari libre pour la suite. Je commence ? Allez Edwin. Moi j'aime bien une entreprise, c'est une petite entreprise, et c'est pas en Italie cette fois, c'est en Grèce. Oui. Vous aimez bien la Méditerranée. Hein, oui, parce qu'en fait, je vais vous dire, c'est peu connu, les gens connaissent moins cette zone géographique, mais la Méditerranée récemment, si vous regardez les croissances de ces pays-là, ils ont été excellents. Les pays où il y a des difficultés politiques et économiques, c'est la France, c'est le UK, les Nordiques, l'Allemagne. Mais si vous regardez les fameux PIGS, qu'on a beaucoup critiqués en 2011, aujourd'hui, il y a des croissances qu'on n'a jamais vues, des États qui s'endettent moins cher que la France. Donc, il y avait des bonnes perspectives macroéconomiques là-dessus. Et en plus, on est sur des valeurs souvent moins connues ou des marchés moins développés sur les actions. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Ce qu'on aime, nous, beaucoup, c'est Hectares. C'est une petite entreprise grecque qui est spécialisée dans la construction. C'est une entreprise qui fait 100 millions de chiffres d'affaires, qui a des marges assez élevées, plus de 18% pour de la construction, s'il faut le noter, et qui bénéficie du plan de relance post-Covid pour investir dans tout ce qui est infrastructure en Grèce et dans les pays du Sud. Donc, vous avez une entreprise, un carnet de commandes très fort, avec 2 ans de visibilité, des marges élevées, et ils vont bientôt remporter un milestone important qui va permettre de bider sur des nouveaux appels d'offres de plus de 100 millions de chiffres d'affaires, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'ils étaient trop petits. Donc vous avez de la croissance, des bonnes marges et une valorisation à 10 fois le PE, ce qu'on trouve très attractif. Comment s'appelle cette valeur ? On peut rappeler son nom ? Hectares, E-K-T-E-R. Comment on trouve ces boîtes-là ? Enfin, c'est-à-dire, en plus, on est en Grèce, donc on les côtoie pas, on les voit pas dans les rues. Hein. Enfin, c'est un acteur de l'immobilier qu'on voit pas. Comment on découvre une boîte comme celle-là ? Alors nous, on est vraiment spécialisé chez Philippe Autinck sur les small caps. C'est vraiment notre ADN, mais pas que. Et on a un univers de jeux énorme. On a plus de 5000 valeurs dans lesquelles on peut investir. Donc tout notre travail, c'est un travail de fourmi, d'archéologue, d'aller chercher ces petites pépites, d'aller contacter ses dirigeants, aller sur place, visiter les usines. Et donc c'est un travail de fourmi minutieux qu'on fait. Et ce qu'on trouve très intéressant parce qu'il y a un nombre potentiel d'investissement qui est colossal. Et vous nous faites tout le temps découvrir des pépites comme ça, notamment du sud de l'Europe. Vous aimez bien aller découvrir le sud de l'Europe, hein, quand même. C'est plus agréable. Vous avez rarement emmené plus. Ouais. À vous. Allez, un pari libre pour la suite, pour le deuxième semestre, ou au-delà, une valeur dans laquelle vous croyez fondamentalement, pas juste parce qu'elle peut tenir un bon fonds de portefeuille, non, parce que vous croyez qu'elle va croître en bourse. Aurélien. Mais j'ai envie de mettre en avant SPI. Alors SPI, c'est un leader, ce qu'on appelle des services multitechniques. Donc c'est un certain nombre de prestations, par exemple la maintenance des installations techniques ou dans l'industrie. Donc ça offre une certaine récurrence dans les revenus. Et ce qui nous paraît intéressant chez SPI, c'est son exposition à l'Allemagne. SPI s'est beaucoup développé en Allemagne ces dernières années. Maintenant, c'est plus d'un tiers de son activité en Allemagne. Et dans le cadre de son plan de relance dans les infrastructures, le gouvernement allemand a prévu d'allouer une part non négligeable à la rénovation de ces réseaux d'électricité sur lesquels SPI est très bien positionné. J'ajoute que en plus le marché sur lequel exerce SPI est un marché très atomisé. Donc ça veut dire que potentiellement, avec un bilan qui est sain, ils vont pouvoir faire de la croissance externe. Et puis, quand on regarde la valorisation de SPI, elle me paraît raisonnable. Ils vont générer cette année environ 7% de leur capitalisation boursière en trésorerie. Et quand on regarde en termes de PER, on est autour de 14 fois les résultats attendus l'année prochaine. Donc je pense que SPI pourrait bien se comporter au deuxième semestre à mesure que le plan de relance allemand monte en puissance. Et c'est vrai que parfois on est surpris. Mersenne, par exemple, ça a été la star du premier semestre, une des grandes stars du premier semestre sur le SBF 120. On l'avait pas forcément vu venir, Mersenne, quoi. C'est voilà. Toujours être ouvert d'esprit quand on aborde les marchés, effectivement, et être ouvert aux surprises.
Alstom peut-il en constituer une de surprise? Depuis le début de l'année, on est à moins 38% pour Alstom. Mais aujourd'hui, 2,5% de hausse Alstom. Ils annoncent une nouvelle commande de locomotives, alors dans la région Afrique, Moyen-Orient, pour 800 millions d'euros. C'est pas gigantesque, mais voilà, c'est intéressant aussi de regarder Alstom parce que dans ce marché qui semble vouloir continuer de progresser, il y a beaucoup de valeurs en retard. Est-ce que le deuxième semestre sera celui du retour des mal-aimés? Est-ce qu'Alstom peut en être? Edwin? Oui, on est assez positif sur le titre. Il faut dire qu'on adore la thématique. Le ferroviaire, ça a beaucoup d'avenir. Non seulement parce qu'il faut rénover les réseaux de trains et de métro, mais aussi il faut décarboner nos transports. Donc c'est une thématique de croissance sur les 30 prochaines années avec beaucoup de visibilité. Le problème d'Alstom, ça n'a jamais été sa prise de commande dont vous venez de citer, mais c'est le free cash flow. C'est-à-dire qu'on voit que le carnet de commande, il est énorme. Je crois qu'il y a 90 milliards de carnet de commande, donc vous avez une visibilité énorme. Le problème, c'est la génération de cash de l'entreprise. Elle avait fait déjà un beau travail en faisant une augmentation de capital, en faisant une émission obligataire à la suite des déboires de Bombardier Transport qu'ils avaient acheté en 2021. Il y avait un peu des squelettes dans les placards et qui avaient un peu entaché la rentabilité et un niveau de dette très élevé. Ils ont fait ce travail de refinancement il y a quelques années. Ça, c'est derrière nous. Maintenant, il y a toujours la montée en puissance des nouveaux contrats qui sont mieux margés avec de la visibilité et la fin de ces mauvais contrats qui va permettre une rentabilité qui devrait s'améliorer et on devrait retrouver une génération de cash positive qui est le point sensible du dossier. Donc nous, on adore cette thématique. Ça a été compliqué pour l'entreprise sur les dernières années depuis cette acquisition. Mais on sent vraiment que voilà, ça va être plus facile aujourd'hui de se concentrer aujourd'hui sur les nouveaux contrats et la remontée de cette marge. Et on devrait avoir voilà. Donc on est assez positif malgré les déboires de la société récemment. C'est ça, à moins 38% depuis le début de l'année. Romain, on vous retrouve à nouveau, Romain Daubry, Bourse Direct. Est-ce que vous sentez qu'un potentiel se reconstitue sur cette valeur qui fait partie des grands blessés du CAC 40, enfin du marché parisien plutôt depuis le 1er janvier? Alors, on n'a pas encore sur Alstom de structure de retournement de long terme, mais le rebond du jour valide une toute petite structure de retournement qui permet d'envisager un mouvement de hausse d'une dizaine de pourcents pour retourner chercher une cible à 17,20. Ça permettrait d'être la base d'une structure de retournement de plus long terme, donc du mieux à très court terme, qui est peut-être la base d'un retournement important. Il faut réintégrer absolument ce niveau de 15,70. Donc, pour l'instant, si on passe 15,70, on peut viser 17,20. C'est du très court terme et c'est peut-être du mieux. Et pour la suite à l'échelle européenne, Aurélien, vous aimez bien AstraZeneca aussi, secteur de la santé, on voit de plus en plus d'investisseurs s'y positionner. Vous, c'est AstraZeneca dans ce secteur? Oui. Alors, je trouve déjà que boursièrement, le parcours du secteur de la santé sur le premier semestre est quand même assez décevant. Et donc, il y a sans doute un rattrapage sur lequel on peut se positionner. Et dans le secteur, nous, effectivement, on fait le choix de se positionner sur AstraZeneca. Alors, AstraZeneca, c'est 40% de son chiffre d'affaires dans l'oncologie. C'est des équipes dirigeantes qui ont quand même fait un bon travail. C'est le pipeline de produits en développement le plus important du secteur. On a 300 projets cliniques, on a 100 projets de phase 3. Et quand on regarde les prévisions de croissance pour les 3 prochaines années, on a des prévisions de croissance qui sont comprises entre 9 et 10% pour 2026, 2029, et tout ça pour une valorisation qui me paraît raisonnable, puisqu'on a un titre qui se paye 16 fois les résultats attendus cette année. C'est un petit peu plus que le secteur qui est autour de 15, mais pour une croissance qui est sensiblement plus élevée. Romain Daubry avec nous toujours. AstraZeneca, Romain, c'est une valeur que vous trouvez intéressante graphiquement également? Elle vient de réagir sur un gros niveau de support. Ça dépend la place sur laquelle on la regarde. Là, je la regarde sur le CBOE. Ouais. 174, le niveau de support. Elle va probablement aller retester ses résistances majeures aux alentours de 204. Et donc, au débordement de ce niveau, on pourrait aller chercher des extensions en direction de 234. Donc, ça fait partie effectivement des valeurs qu'on regarde en ce moment. Et on l'a évoqué déjà la semaine dernière. Le secteur de la santé est un secteur qui bouge pas mal à Wall Street, qui a servi de secteur de rotation depuis une dizaine de jours maintenant.